Monsieur Lalande m'avait dit venez parler du diabète. Alors, n'étant pas médecin du tout, je ne vais pas vous parler trop de diabète, mais je vais vous parler du droit et du diabète. Et puis, on peut étendre, bien sûr, à d'autres pathologies. Alors, en droit, on a un jargon un peu spécifique. On a beaucoup de termes un peu spécifiques et auxquels on est habitué. Alors, n'hésitez pas à me dire ensuite s'il y a des choses que vous n'avez pas compris au niveau de nos abréviations. Voilà, c'est un peu comme le jargon médical. Il faut s'y faire un petit peu au départ. Puis après, on est habitué. Alors, le droit, vous le savez, il est présent en fait dans la vie au quotidien de tout un chacun. Au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau du logement, au niveau des crédits, des voitures, etc., etc., etc. Le droit, il intervient au quotidien et il va intervenir aussi de façon directe ou indirecte au niveau des personnes atteintes de certaines maladies. Alors j'ai choisi d'intervenir que sur certains domaines, mais bien sûr on pourrait étendre à l'infini, de parler un petit peu de décisions que j'ai trouvées en affaires familiales. Alors, en affaires familiales, c'est tout ce qui concerne le droit de la famille. Et puis après, de m'attacher plus particulièrement au travail, puisque voilà, le travail fait partie aussi du quotidien des personnes, qu'elles soient atteintes d'une pathologie ou pas. Donc voilà un petit peu les domaines que je vais traiter maintenant. Je n'ai pas parlé de tout ce qui était responsabilité médicale. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Bon, ça peut faire l'objet de questions par la suite si vous en avez. Je pourrais prendre un petit moment pour essayer d'y répondre avec vous. Voilà, je vais axer sur famille et puis surtout sur le travail. Vous m'entendez bien? Oui, tous. Alors, en droit de la famille, on peut avoir des parents qui sont atteints, en tout cas qui ont à vivre au quotidien le diabète. Et j'ai trouvé une décision qui était un petit peu particulière. Vous savez, dans le cadre de séparation, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais de séparation, on statue souvent sur où vont les enfants et avec qui vont les enfants. Et ça fait partie de notre quotidien en tant qu'avocat, de savoir qui aura la garde finalement des enfants. Donc, on expose au juge différents arguments quand on est avocat pour dire les enfants sont mieux chez papa ou les enfants sont mieux chez maman. Et un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a refusé le droit de visite et d'hébergement élargi que demandait un père au motif du risque que sa maladie ferait encourir à son fils de 2 ans. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a le diabète d'un côté et puis on a le droit de l'autre. Et on a le regard que le juge peut poser sur cette maladie. Donc ce juge aux affaires familiales-là avait retenu comme argument pour ne pas octroyer à un père malade du diabétique, un droit élargi, c'est-à-dire qu'en gros, il devait avoir un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, uniquement au motif qu'il était suivi pour du diabète. Le magistrat indiquant que le diabète du père, je cite, mérite que l'on fasse preuve de la plus grande prudence, un malaise en voiture pouvant avoir des conséquences dramatiques pour le père et l'enfant, sans parler des autres usagers de la route. Voilà, donc un papa qui s'était vu privé de voir beaucoup son fils de 2 ans à ce motif-là. Donc il y a eu une suite à cette décision de justice puisque l'Association française des diabétiques avait dénoncé un outrage fait aux malades et avait alerté les médias. Donc il y avait eu plusieurs communiqués de presse et le papa en question avait fait appel de cette décision, donc qui avait été rejugée par la cour d'appel de Poitiers. Et la cour d'appel a réformé cette décision. Elle a rejeté tous les motifs et toutes les demandes de la partie adverse et qui a indiqué qu'au contraire, rien ne laissait penser que ce papa pouvait être dangereux au quotidien pour son enfant et lui avait octroyé des droits beaucoup plus élargis et plus normaux, on va dire.
Donc voilà une petite illustration sur le droit de la famille, puisque le droit de la famille, on va parler beaucoup d'enfants, et c'est vrai que le sujet peut venir sur les capacités de chacun à s'occuper de son enfant au vu de la maladie ou de la pathologie présentée. Donc voilà un exemple récent que j'ai trouvé. On pourra y revenir après si vous le souhaitez. Si j'avais pas pu me retenir, en fait, j'avais dit que je parlais pas de responsabilité médicale, mais j'avais juste trouvé un petit arrêt de responsabilité hospitalière avec une décision de la Cour administrative de Marseille qui avait indiqué une absence de faute du médecin dans la réalisation tardive d'un diagnostic de diabète gestationnel. Donc, responsabilité médicale aussi, il y a beaucoup à dire sur les diagnostics et les traitements, voilà. Sachant que mon expérience à moi, ma petite expérience à moi, me fait penser que beaucoup de personnes pourraient quand même se plaindre un petit peu plus, peut-être, de certaines pratiques ou de certains manques de diagnostic ou d'explications ou d'informations. Et on a très peu de personnes qui osent aller en responsabilité contre un hôpital ou contre un médecin. Voilà. Donc là, nous, notre rôle en tant qu'avocat va être de dire si vous avez des droits et quand il y a une faute, qu'on soit docteur, qu'on soit avocat, qu'on soit pompier ou qu'on soit boulanger, on répond de ces fautes. Donc voilà. Donc là, c'était un arrêt sur une absence de faute, avait estimé le magistrat d'un hôpital sur un diagnostic de diabète gestationnel. Autre décision qui concerne aussi la vie personnelle, je dirais, il y a pas mal de décisions sur le droit des étrangers, puisque pour rester en France et obtenir un droit de séjour, on va dire, certaines personnes expliquent que dans leur pays, il n'y a pas de possibilité de se faire soigner du diabète, alors qu'en France, cette possibilité existe, en tout cas de se faire suivre. Et il y a beaucoup de décisions de justice qui concernent le fait que des personnes étrangères ont pu rester en France le temps d'être suivies, par exemple, ou pour être suivies. Le juge administratif expliquant qu'en effet, si on le renvoyait dans son pays, il y avait beaucoup de chances que sa santé en pâtisse. Et le juge retient l'exceptionnelle gravité qui empêche d'expulser quelqu'un, parce que s'il est expulsé, il ne se fait pas soigner. Donc voilà quelques décisions pour vous montrer juste un peu un panel de quand le droit peut intervenir dans la vie personnelle. Alors maintenant sur plutôt le droit du travail, c'est-à-dire quand on est malade, quand on a une pathologie chronique et quand on a le diabète. Il y a beaucoup de décisions qui ont été rendues, beaucoup de textes aussi. Alors je fais un petit résumé. Déjà, il faut rappeler que le droit au travail est inscrit dans la Constitution et le fait d'être atteint d'une pathologie ne doit pas s'opposer à ce droit. Déjà, c'est un droit constitutionnel. Et par ailleurs, les lois sont là pour interdire toute discrimination au travail. Donc il faut savoir qu'une personne souffrant d'une maladie chronique a 4 fois plus de risques d'être exclue du marché du travail. Et ce, en dépit de l'article L 1132-1 du Code du travail qui précise pourtant qu'aucun salarié ne peut subir de discrimination en raison de son état de santé. Alors ça, ce sont les textes, mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a les textes et la pratique, mais c'est bien de rappeler les textes. Alors, pour brosser les grandes lignes, et puis après, s'il y a des questions, encore une fois, j'essaierai de faire mon possible pour tenter d'avoir des réponses. Déjà, dois-je informer mon employeur de mon état diabétique, donc à l'embauche? Donc vous savez que, bien évidemment, que non. Vous n'avez pas informé l'employeur de votre maladie, que ce soit oralement ou d'ailleurs en répondant à un questionnaire d'embauche. Seul le médecin du travail de l'entreprise est habilité à juger de votre aptitude médicale au poste.
mais votre employeur, non, il ne lui appartient pas de juger si vous êtes capable de venir travailler ou pas et de s'insérer dans votre vie personnelle et dans votre état de santé. Donc, un employeur, bien évidemment, ne peut pas invoquer le fait que la personne est diabétique pour refuser une embauche ou refuser après une revalorisation ou un accès à un autre poste en fonction de cet argument-là. Pareil, les licenciements, quand on démontre qu'ils sont basés sur une discrimination liée à l'état de santé, ce sont des licenciements abusifs, donc qui font l'objet de procès au prud'homme. Encore une fois, seul le médecin du travail peut émettre légalement un avis d'inaptitude pour raison médicale. Alors, j'ai trouvé beaucoup de choses sur le rôle du médecin du travail, qui lui va faire un peu l'intermédiaire entre le salarié diabétique et puis l'employeur. Donc là, il était plutôt conseillé d'avoir un bon dialogue avec le médecin du travail, puisque, bien évidemment, le but est que le poste soit adapté aux salariés et qu'on puisse quand même pallier aux contraintes ou aux difficultés du salarié en question sur son poste. Donc vous avez tout un tas de décisions et de textes sur tout ce qui est soit inaptitude, soit adaptation au poste, soit reclassement professionnel au sein de l'entreprise. Donc là, à chaque fois, en fait, le médecin du travail va avoir son mot à dire pour savoir si le poste est adapté, pour quelles raisons, si les horaires sont adaptés également et si la personne peut tout à fait travailler ou au contraire doit avoir un mi-temps ou... Voilà, adapter vraiment le travail aux diabétiques. Vous savez aussi très certainement que certains métiers sont totalement interdits aux diabétiques. Donc, moi, je ne le savais pas, mais je l'ai appris en préparant un petit peu aujourd'hui. Alors, tous les métiers de l'armée, de sûreté nationale, direction des mines, ponts et chaussées, contrôleur ou inspecteur de la sécurité sociale. Ouais. Service de lutte contre l'incendie. Surveillance dans les établissements pénitentiaires, aviation civile ou commerciale, aiguilleur, marine marchande. Voilà, donc ça, ce sont des métiers qui sont complètement interdits aux personnes diabétiques. Attention toutefois, pour certains métiers interdits aux diabétiques, le maintien au poste est possible lorsque le diabète survient en cours de carrière. Bien sûr, je sens la salle rassurée. Les militaires peuvent conserver leurs fonctions ou être classés, par exemple, dans des services administratifs. Alors, quelques décisions aussi en matière de reconnaissance d'handicap via la COTOREP. Un diabétique peut-il obtenir le statut de travailleur handicapé ? Oui. Ce statut permet d'être inscrit sur les listes des emplois réservés pour faciliter la recherche de travail. Il peut également être demandé au cours de l'exercice d'un emploi et permet de bénéficier de mesures de protection plus importantes en cas de licenciement. Donc là encore, il y a pas mal de décisions concernant ce domaine sur l'obtention de cartes d'invalidité, etc. Mais bon, on verra s'il y a des questions dessus. Beaucoup de décisions aussi en matière d'arrêt maladie et puis d'inaptitude. Lorsque la maladie chronique va devenir invalidante ou peut être invaliditante à un moment donné. Donc, on retrouve le rôle prépondérant du médecin du travail et puis les obligations de l'employeur pour adapter le poste. Et si le poste n'est pas adaptable, pour engager le licenciement. Donc là aussi, le Conseil des prud'hommes est très vigilant pour que les droits des salariés soient respectés et que toutes les possibilités de reclassement et
l'acceptabilité du poste soit faite avant qu'on arrive à la rupture du contrat de travail. Alors, bon après, ouais, toujours médecine du travail, j'ai trouvé beaucoup de choses à votre disposition si vous avez après des questions plus particulières. Alors, pour travailler, souvent, il faut le permis de conduire. Alors, pour le permis de conduire, il faut savoir que les diabétiques sont soumis à une réglementation précise. Vous devrez donc obligatoirement, si vous souhaitez passer votre permis de conduire, déclarer votre diabète sur demande de permis de conduire que vous remplissez à la préfecture. Et attention, une fausse déclaration de votre part pourra entraîner non seulement la nullité du permis de conduire, mais aussi engager votre responsabilité civile et pénale. Donc, suite à la déclaration de diabète à la préfecture, une commission médicale départementale détermine la durée de validité de votre permis de conduire temporaire en fonction de votre état de santé. Cette durée varie de 6 mois à 5 ans en fonction des cas. Alors, que se passe-t-il pour un diabétique qui a obtenu son permis de conduire avant de devenir diabétique ? Donc, dans ce cas, le diabète étant survenu après l'obtention du permis, la déclaration auprès des services de préfecture n'est plus obligatoire, bien évidemment. Mais on conseille Alors, il y a toute une problématique avec les assurances voitures. Parce que, vous le savez, les assurances font remplir des questionnaires au moment où vous remplissez vos contrats d'assurance. Et là, il y a beaucoup de pièges et beaucoup de décisions de justice aussi, beaucoup de litiges, parce que dans beaucoup de cas, quand vous achetez un bien, par exemple une voiture, des choses comme ça, vous remplissez vous n'avez pas l'impression de remplir en fait un questionnaire de santé au niveau de l'assurance. Vous signez tous les papiers avec le garagiste, enfin le concessionnaire automobile qui est bien content de vous vendre une voiture. Donc vous signez tous les papiers et puis finalement, quand vous en avez besoin, quand il y a un litige ou quand il y a un problème de santé, on va vous demander ce que vous avez signé comme papier et là on va s'apercevoir qu'il y avait un petit questionnaire de santé, mais qui est des fois à peine visible dans tout le contrat avec un crédit, etc. Et on va vous dire, cochez une case, ou voilà, si vous cochez pas la case, ça veut dire que tout va bien, qu'il n'y a rien à signaler. Et là, forcément, il peut y avoir un souci si on ne signale pas le fait qu'on est diabétique et qu'on a un traitement. Et du coup, l'assurance peut refuser sa garantie et vous vous retrouvez à devoir rembourser un crédit alors que vous n'êtes plus en capacité de le faire. Donc là aussi, beaucoup de décisions de justice sur ces points-là, d'assurance et de déclaration de santé. Donc, dans les textes, on rappelle qu'il est vivement conseillé d'informer la compagnie d'assurance de votre état diabétique. Dans le cas contraire, votre contrat d'assurance automobile, par exemple, pourrait être considéré comme juridiquement nul et les primes payées en pure perte. Donc, à chaque fois, la jurisprudence va regarder si le questionnaire de santé qui vous a été soumis est suffisamment détaillé, si on pouvait comprendre les questions et si les questions étaient suffisamment claires. Là encore, les magistrats ont des fois à se prononcer sur le fait que l'assurance avait un peu exagéré sur la présentation des contrats et que la personne, si elle n'a pas coché ou si elle a tout coché, elle pouvait, de toute bonne foi, considérer qu'elle avait déclaré tout ce qu'elle avait à déclarer. Et des fois, ce n'est pas forcément le cas, avec des conséquences donc importantes aussi. Alors, il y a certaines assurances, j'ai trouvé, certains contrats individuels proposés actuellement en France excluent toujours les diabétiques. Alors, je n'étais pas au courant de ça. Je ne sais pas si vous en savez plus. Ça m'a un peu étonnée, mais j'ai trouvé que certains contrats individuels excluaient de toute façon de garantir quelqu'un de diabétique. Et qu'il fallait à ce moment-là passer par les associations de diabétiques pour pouvoir bénéficier de contrats de groupe. Voilà. Une petite particularité et une petite complexité en plus.
Moi, ce que j'ai retenu de tout ça en préparant ma venue parmi vous aujourd'hui, c'était que, bon, déjà, la maladie chronique avait quand même ses petits inconvénients au quotidien, mais qu'en plus, il allait falloir un petit peu se battre, soit avec les assurances, soit avec l'employeur, soit avec son ex-conjoint. Donc voilà, finalement, il y a pas mal de... Parce qu'au départ, quand M. Lalande m'a dit, voilà, le droit et le diabète, ça paraît deux choses complètement différentes. Et puis finalement, non, elles sont fortement imbriquées l'une dans l'autre, hein, parce que finalement, la personne diabétique va avoir besoin du droit et va avoir besoin très, très souvent qu'on rappelle que ses droits sont inchangés et va devoir se battre pour les faire reconnaître et les faire appliquer, et que voilà, il y ait des choses qui ne soient pas décidées contre elle. Donc c'est une lutte aussi. Le droit aide le diabétique à cette lutte au quotidien. Et puis pour finir, j'avais trouvé une petite phrase, alors peut-être que vous allez pas l'aimer, mais moi j'aimais bien cette phrase, donc je vous la dis. Alors c'est pas de moi, hein, c'est un auteur qui dit j'entre en diabète comme il y a longtemps on entrait en religion, sans pouvoir choisir son ordre, avec la quasi-certitude de ne jamais en sortir, mais l'espoir d'y vivre longtemps. Voilà. Puis maintenant, à votre disposition, si vous avez quelques questions. Je peux peut-être pas répondre à tout, mais j'essaierai en tout cas de répondre au mieux. Pour revenir sur le permis, là, c'est bizarre alors que ici c'est noté le contraire. C'est bien noté, même si le diabète est apparu après l'obtention du permis de conduire, il est nécessaire que vous consultiez dans ces cas un médecin agréé de la préfecture lors d'une visite médicale. Et moi je m'étais renseignée, en plus c'est des visites qui ne sont pas remboursées. D'accord. Ouais. Alors, dans les textes que j'ai trouvés, ils faisaient bien le distinguo entre le diabète à la base, qui existe déjà quand on passe le permis, et puis le diabète qui apparaît une fois qu'on a notre permis depuis longtemps. Ouais. Donc, alors ce que dit votre texte, c'est quoi très exactement? Une déclaration? Même si le diabète est apparu après l'obtention du permis de conduire, il est nécessaire que vous consultiez dans ces cas un médecin agréé par la préfecture lors d'une visite médicale. Et la liste de ces médecins, et moi je l'ai renseignée. Alors nécessaire, est-ce que ça veut dire obligatoire? C'est ambigu, hein? Ouais, mais le droit est toujours ambigu. Non, voilà, nécessaire, c'est peut-être pas obligatoire, mais par contre, c'est peut-être recommandé, en effet, de voilà. Par contre, la société d'assurance, moi je l'ai renseignée, elle m'avait dit c'est discriminatoire. Par contre, ils m'ont pas fait un papier pour lequel on considérait un souci. Alors là aussi, c'est pas très clair. Alors, bien distinguer quand même tout ce qui concerne le permis de conduire et tout ce qui concerne votre contrat d'assurance automobile, par exemple. C'est deux choses différentes. Là, au niveau des assurances, faut faire très attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des assureurs dans la salle. Peut-être pas me faire que des amis. Mais faire très attention parce que les assurances vont forcément se servir d'une mauvaise déclaration de départ ou d'une non-information en cours de validité du contrat pour dire finalement, monsieur Dupont, je ne vous couvre pas, moi. Voilà. Donc là, je dirais aussi peut-être la même formulation, de dire attention, si le diabète survient en cours d'exécution de votre contrat de crédit automobile et donc d'assurance de crédit automobile, de prévenir l'assurance. Parce que bien évidemment, si vous ne la prévenez pas et qu'ensuite il y a un souci et qu'elle sait que finalement vous avez eu un diagnostic de diabète en cours, ça se retourne contre vous. Voilà. Après, pour répondre à votre question, je vous lis les textes comme je les ai, parce que c'est pas moi qui les ai écrits et voilà. Mais dans votre formulation, nécessaire en droit, ça ne veut pas dire obligatoire. Donc peut-être que c'est le distinguo. Pour rebondir sur la question, madame, le seul moyen de ne pas payer au moment de la consultation avec le médecin, etc.,
expert de la préfecture, c'est être reconnu invalide à 50%. Ah bah. Et si vous n'êtes pas reconnu invalide à 50%, vous êtes obligé. Ah bah voilà, Ouais. c'est comme moi, je suis pas rentré. Ah voilà. Voilà, c'est ça. La côte oreille, je dis ça. Non, je me disais, j'ai pas entendu. C'est comme, c'est pareil, la cotorette. On n'est pas obligé de le dire au médecin, mais si on est à la cotorette, enfin à l'employeur, je veux dire, mais la cotorette, on le sait parce que ça l'intéresse, l'employeur, ça fait des moins cher, donc il le sait forcément. Ah bah, l'employeur va le savoir à un moment donné, puisqu'il va y avoir un statut de reconnu. Mais je veux dire, à l'embauche, quand il reçoit quelqu'un qui vient pour un travail, il va pas, ça lui est interdit de dire bah, remplissez-moi ce questionnaire-là, puis vous allez me répondre sur votre état de santé, ou de poser à l'oral en disant bah, est-ce que vous avez un souci de santé particulier? Interdit. Pareil, il ne peut pas baser une sanction disciplinaire ou un licenciement sur un état de santé. Hein? Alors l'employeur a connaissance d'un état de santé de son salarié, mais il ne peut pas s'en servir au détriment du salarié. Dit le texte. Le bon conseil pour un diabétique, tout simplement, c'est après une hypo hyper sévère, d'attendre 2 heures. Parce que l'idée, c'est quand même d'être en sécurité sur la route pour soi-même comme pour les autres. Donc si j'ai fait, je parle pour diabétique, je ne suis pas diabétique, ma femme a 68 ans de diabétique. Si j'ai fait un incident sévère diabétique, je dois attendre 2 heures pour reconduire. Et ça peut être vérifié avec les moyens actuels ou avec le carnet si vous vérifiez sur son carnet. Mais c'est presque une évidence, sauf que ce n'est pas le cas dans la commande. Si, moi, c'est ce que l'assurance m'avait répondu aussi. Elle m'avait dit que même par rapport à un alcoolique, au moins nous on le savait et on faisait attention alors que les alcooliques on le faisaient pas. Bah, c'est vrai qu'en matière d'accident de la route, dans le cadre de l'enquête pénale, on va forcément, les enquêteurs vont s'intéresser à l'état de santé du conducteur. Donc c'est vrai qu'il va forcément y avoir des questions sur est-ce que vous êtes porteur de lunettes, est-ce que vous avez pris des médicaments, quels sont les médicaments que vous prenez. Et donc, en effet, il peut y avoir une faute de conduite si la personne savait qu'elle ne devait pas prendre la route. Ou... Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait, ça vaut pour tout. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que les médicaments, normalement, renseignent sur le fait que est-ce qu'on peut prendre la route ou pas, après. Hein. Alors, votre question, c'est que vous ne voyez pas le rapport entre le diabète et la cotorep? C'est ça? Ben, en fait, c'est tout ce qui concerne le taux d'invalidité. Hein? Donc, un diabétique peut avoir une carte d'invalidité, peut... Non? Un degré d'invalidité, en fait, ouais. Ah oui, peut-être, oui. Ouais. Ouais, mais si ça entraîne un certain... Oui. Certaines conséquences du diabète vont entraîner une invalidité. Oui. Bah oui, tout diabétique n'est pas invalide. Hein. La cotorep intervient quand il y a une décision à prendre sur l'invalidité de la personne, hein, avec un certain pourcentage d'invalidité et donc du coup certaines conséquences. Ouais. Apporter une précision. Ah oui, ou des précisions, oui, bien sûr. Représentant de l'association France Rein, malheureusement, chez les insuffisants rénaux, il y a plein de gens dans les centres de dialyse qui sont diabétiques. C'est une des premières conséquences de la dégradation de la fonction rénale. Il y a l'hypertension, puisqu'il y a plusieurs choses, il y a l'hypertension, il y a le diabète, mais ce sont quand même les 2 incidents les plus graves
par rapport à la dégradation du rein. Alors j'attire toujours l'attention des gens. Essayez toujours de faire de la prévention, de vous informer, d'en parler à votre médecin. C'est pas compliqué, il suffit de faire une bandelette urinaire pour voir si tout va bien sur le plan de la fonction rénale. Il ne s'agit pas d'attendre d'être en phase terminale, parce que vous avez plein de gens qui arrivent au CHD qui, malheureusement, les toubibs n'ont pas fait leur boulot suffisamment, entre autres, un bilan sanguin avec la recherche du taux de créatinine, d'urée et de potassium et compagnie. Et malheureusement, la personne arrive, la seule solution, c'est cathéter et on les dialyse. C'est irréversible. La solution pour certains, attention, pour les diabétiques, tout le monde n'est pas greffable, que quand on n'a pas de diabète, qu'on a une pathologie assez légère, on peut prétendre à la greffe. L'hypertension n'est pas un handicap pour être greffé. Donc tout ça, il faut y penser. Ah. Moi, j'attire votre attention parce que, bon, il y a la semaine nationale du rein, on ne viendra pas ici faire l'opération. Il y a différents endroits, mais le médecin peut faire un bilan sanguin de temps à autre, de façon à rechercher votre taux de créatinine, d'urée, de potassium, qui sont les indicateurs de la dégradation du rein s'il y a. Je ne vais pas m'étendre. Hein. Pour ceux qui veulent de l'information, j'ai quelques documents. Protégeons nos reins, c'est vital. Juste pour revenir sur diabète et assurance, la CNP notamment, en tous les cas dans les années 90, avait refusé ma femme complètement. Elle est type 1. Elle est, oui. Donc lorsque vous êtes assuré, bien se méfier. Est-ce que vous êtes assuré également pour les conséquences du diabète? Parce qu'il y a tellement de conséquences, comme expliquait notre collègue là, qu'on risque d'être pas assuré du tout. Pour toutes les conséquences chroniques de cette maladie, de cette pathologie. La maladie, c'est les conséquences. Et là, on est en plein dans le diabète. Sur l'apnée du sommeil, c'est pareil. Hein. Pareil. Si vous êtes traité pour l'apnée du sommeil, vous n'êtes plus assuré. Alors qu'il y en a plein qui s'ignorent. Celui qui prévoit avec son appareil, il est pas. Et malheureusement, en groupe de parole, on a rencontré quelqu'un qui n'avait pas déclaré. Enfin, moi, j'ai rencontré quelqu'un, en tout cas. Et quand il y a blessé, voilà. Eh bien, on remonte à la Sécu. L'assureur, c'est bien le cas. Hein. Et même l'avocat, je pense, peut demander au proc et on remonte et on contrôle tout. C'est-à-dire ses soins et sa médication. De toute façon, l'assurance, quand il y a un doute, elle envoie son médecin expert. Contrôle, hein. Oui. Merci. C'est pas clair. Hein. De toute façon, pour les assurances, en jurisprudence, le juge va regarder le questionnaire qui vous est soumis. Hein, parce qu'il y a différentes formes de questionnaires. Donc, il y en a de plus ou moins détaillés, plus ou moins clairs, plus ou moins précis. Et les juges retoquent quand même des contrats d'assurance qui sont insuffisamment précis sur les questions qui sont posées aux futurs assurés. Quand il n'y a qu'une ligne écrite en tout petit et où on vous dit... je ne sais pas quoi d'ailleurs, des choses très incompréhensibles. Les juges indiquent non, l'assurance là, elle est allée trop loin, son questionnaire de santé n'est pas suffisant ou pas suffisamment clair, ou donc on ne peut pas annuler le contrat d'assurance sur ce motif-là. Donc on a intérêt à faire une revue de contrat régulièrement. Si on est... Ouais. On va faire très attention au moment où vous achetez une voiture. Non, mais après. Et après, oui, voilà, bien se renseigner sur quelles sont les obligations imposées par l'assurance pour déclarer après quelque chose de particulier. Voilà. Mais déjà, le premier écueil, c'est à la souscription. Parce que certains contrats d'assurance vont dire, est-ce que vous avez déjà pris un médicament sur les 6 derniers mois ? Il y a des décisions de justice, quand une personne prend une contraception orale, elle prend un médicament sur les 6 derniers mois. Donc, je suis assureur et donc je peux ne pas vous assurer. Voilà. Également,
On a eu ce cas-là, décidément. Le délai de carence de 3 jours dans les petites entreprises, il n'est pas applicable, je pense, encore aujourd'hui, sous votre contrôle, hein, toujours. Ma femme était allée au TAS, elle s'est défendue toute seule. Tribunal des affaires sociales. Parce que elle ne s'arrêtait pas suffisamment, c'était la survie de son entreprise qui en dépendait. Comme elle était seule à faire ce travail-là dans une imprimerie, elle composait, hein, tout ce qu'on peut voir en impression, en publicité. Or, est-ce que c'est toujours pareil? C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter au moins plusieurs fois 3 jours sur 5 ans, ou sur 3 ans, c'était quelque chose comme ça. C'est bien précis, mais bon, après, je ne sais pas. Alors vous parlez de quoi exactement? Du délai de carence qui lui était dû. Au bout de certains nombre d'années, ça faisait un paquet de sous qu'elle n'était pas remboursée, elle perdait ses jours de travail. Puisque quand on est diabétique, si on a un malaise ce matin, on ne va pas travailler l'après-midi. Si on a un malaise sévère, on parle. Hein. D'accord. Donc c'était arrivé plusieurs fois. Donc ces journées-là, eh ben, elle n'était pas payée du tout. Nous étions allés voir un député qui m'a dit « Mais monsieur Benoît, vous êtes en train de favoriser l'absentéisme alors que là-haut, nous sommes en train de combattre l'absentéisme auprès... » Voilà. Il devait passer ça à la commission des finances suivante. Ça fait... Enfin, peu importe. Ça fait très longtemps et c'est jamais passé. De toute façon, la carte d'invalidité, c'est pareil. C'est peut-être trop spécial, mais qu'en pensez-vous, quoi? Si vous n'avez pas beaucoup d'arrêt, Non, mais... Oui, déjà j'essaie de comprendre le cas de figure. Donc en fait, oui, parce que la personne elle est absente parce qu'elle fait une crise. Oui. Mais du coup elle va retourner le travail le lendemain ou le surlendemain. Et donc là du coup elle perd des jours. Elle perd ces jours-là, alors que si elle avait arrêté 3 jours, était en diabétique DID, Voilà. elle Arrêt de avait travail, quand même le diabétique à ça. Donc il vaut mieux profiter de 3 jours. Mais c'est pas possible quand c'est l'entreprise qui est en Ouais, je survie. comprends. Ouais. Ouais. Là il y a une carence. Oui, il y a une carence en effet qui est pas très logique. Ouais. Question vaste. Alors je ne répondrai pas au niveau médical, parce que j'en sais rien, mais au niveau du droit médical, bah oui, il y a une obligation d'information, mais qui va être pas forcément contrôlable, déjà juridiquement. Qu'est-ce que dit au premier rendez-vous le médecin à son patient? Est-ce qu'il l'a suffisamment informé? Est-ce que on n'aura aucune mainmise là-dessus? Parce qu'il n'y a pas d'obligation pour le médecin de donner un écrit avec je vous ai prévenu qu'il y avait ci, je vous ai prévenu que vous aurez telle et telle chose. Le fait qu'on va voir son médecin, ça fait 10 ans que le médecin, puis d'un seul jour, ah vous êtes diabétique. Moi, ils m'ont jamais dit qu'il fallait que je repasse mon méthodologie ou que j'aille faire un visite. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que la question peut se poser de la responsabilité médicale. Après, on va vous dire, bah oui, mais vous avez peut-être la possibilité de vous renseigner par l'intermédiaire d'associations. Le médecin. Ouais, c'est vrai que ça devrait être le premier palier. Vous avez raison. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, Merci beaucoup. On va remercier Maître Guédon Merci. de son intervention. Pour les personnes qui seraient intéressées, si vous avez des questions plus personnelles, elle va laisser quelques cartes de visite, hein, pour ceux qui auraient besoin de réponses à des questions et qui ne veulent pas en parler en public, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Donc voilà, moi, en vous remerciant énormément.